Mon dernier combat, c'est pas fini, mais disons le plus récent en date concerne ma présence à Agalega. Agalega, traditionnellement, le vicaire général s'occupe de la mission à Agalega, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait des religieuses, des prêtres qui régulièrement vont à Agalega. Et à ce titre, bien sûr, il y a la question de la mission propre qui consiste à s'assurer que les prêtres disent des messes et font la première communion, la confirmation, et que les religieuses soient là pour la catéchèse. Mais bien sûr, je ne me contentais pas que de ça. J'ai voyagé très souvent pour aller à Galega, malheureusement avec la difficulté d'accès, avec notre manque de vocation de prêtre, j'entends. Et nous n'avons pas pu assurer une présence permanente pendant des années à Galega, mais de manière ponctuelle, on envoyait régulièrement des prêtres, des religieuses. Et alors ça m'a valu de m'intéresser au problème d'Agalega, évidemment. Et disons que mon analyse aujourd'hui est de dire que, comme ça se passe à l'île Maurice, Agalega n'intéresse pas, la population d'Agalega comme telle n'intéresse pas les pouvoirs publics, les différents gouvernements qui se sont succédés, n'ont aucun plan de développement de cette île. Aucun plan de développement. L'organisme qui s'en occupe, qui s'appelle la OIDC, Outer Islands Development Corporation, je dis toujours qu'elle n'a de développement que de nom. Ils n'ont pas d'ingénieurs, ils n'ont pas de plan. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde disons, la décrépitude des plantations de coco, qui est une des ressources principales d'Agalega, et il n'y a pas de plan de réorganisation des cocoteraies, de production d'huile, qui est une très bonne huile de coco utilisée aujourd'hui dans les cosmétiques, etc. Et donc, et même, je me suis permis pour attirer l'attention sur Agalega, de dire qu'il me semblait même que il y a une espèce de génocide à mort lente pour Agalega, dans le sens que c'est une population qui s'étouffe par manque de perspectives de développement, par manque d'encadrement, et il n'y a pas vraiment d'investissement de la République de Maurice dans une volonté de développement de l'île. Et à l'instar, par exemple, de Rodrigue, qui a quand même réussi une certaine autonomie administrative, qui décide de son sort et qui se donne des orientations. Et Agalega reste une petite île abandonnée, jetée comme un coco sur la mer, et dont le combat continue aujourd'hui. Depuis plusieurs années, nous avons des signes que il y a eu un deal entre l'Inde et l'île Maurice pour que l'Inde utilise Agalega comme base militaire. Enfin, il ne faut pas être un grand stratège militaire pour savoir que probablement les nouvelles grandes puissances du Sud, à savoir l'Inde et la Chine, se disputent le pouvoir de contrôle par rapport aux puissances du Nord à travers les États-Unis et l'Angleterre qui ont Diego Garcia. Et quand on regarde la configuration de l'île Agalega, c'est idéal pour une base militaire. L'île du Nord, c'est une langue de 8 km de long. L'île du Sud est un point, de sorte que de haut, de l'avion, on voit un point d'exclamation. Hein, c'est très beau. Alors, nous avons des signes qui nous disent qu'il y a eu un mémorandum, comme on dit, un accord signé entre la République de Maurice et Agalega et l'Inde pour une utilisation intensive d'Agalega comme une base, parce qu'on ne s'explique pas comment on veut faire, par exemple, une piste d'atterrissage qui est beaucoup plus longue que, par exemple, la piste d'atterrissage de Rodrigue. Alors pourquoi un chantier
qui est supposé, l'Inde s'est engagée à faire des quais en eau profonde pour l'approche de bateaux un peu plus gros, d'un tonnage un peu plus important, pour pouvoir faire la piste. Comment se fait-il que, là aussi, les rumeurs, mais comme on n'a aucune donnée objective, que nous essayons de demander, publier le MOU, qu'on puisse savoir quel est l'engagement des humoristes et de l'Inde l'un par rapport à l'autre. Et mon dernier voyage à Galega, j'ai rencontré des officiers indiens qui disaient qu'ils vont construire 200 maisons pour les travailleurs indiens qui viendront construire Alors on se demande comment, sur une population de 300 personnes, des gens ont construit 200 maisons. C'est une colonisation déguisée. Bon. Mais tout ça, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à faire sortir ce rapport. Et on voit de l'autre côté l'Inde faisant pleuvoir sur l'île Maurice des financements, notamment pour ce fameux métro et pour bien d'autres projets. On se demande, est-ce que cette générosité n'est pas à être payée quelque part? Et c'est le combat que nous sommes en train d'essayer de mener. Et je voudrais aussi ajouter que, disons comme prêtre, ce n'était pas seulement les préoccupations spirituelles qui étaient Du moins, sur base de préoccupations spirituelles, nous nous sommes occupés beaucoup de la question de l'accès à la terre. Et nous avons travaillé avec un syndicaliste connu pour transformer, disons, la situation des Agaléens qui n'étaient que des locataires dans leur maison à obtenir des baux. D'ailleurs, le combat n'est pas terminé. Et puis, nous avons aussi lutté pour que les Agaléens ne soient plus employés seulement sous contrat, mais qu'ils aient des salaires sous une convention qui s'appelle le PRB, qui est un encadrement salarial des fonctionnaires à l'île Maurice. Donc les Agaléens aujourd'hui sont des fonctionnaires payés, avec pension, avec toutes les conditions. Deuxième combat. Troisième combat, c'était aussi la question de l'éducation, parce que la situation à Galega, là aussi, une salle de classe une salle avec 3 sections. Le first, la seconde, le troisième, avec un seul prof qui régulièrement dit « Bon, maintenant, les enfants de première, seconde, prenez vos cahiers, on va parler aux enfants de troisième. Et puis, quand on a fini avec les enfants de troisième, on va parler aux enfants de seconde, les autres, taisez-vous, dans la même salle. » Enfin, beaucoup de difficultés qui montrent justement, là encore, qu'il n'y a pas d'encadrement adapté aux Agaléens pour qu'ils puissent grandir dans l'éducation, se développer dans l'éducation.